Bonjour à tous. Nous sommes en train donc de regarder la dernière partie de l'épreuve du concours. Dans ce concours, nous avons une partie dissertation, une partie lexique, comment sont composés les mots, et une partie qui est stricto sensu tournée autour de l'analyse stylistique. Cette analyse stylistique, c'est de la grammaire. C'est de la grammaire, c'est regarder comment un phénomène particulier, l'écriture de l'amour, la peur, les poils, l'amitié, comment l'auteur fait pour transmettre une impression. Et l'auteur utilise des mots, bien sûr, il utilise des verbes, il utilise des situations, il se pointe les doigts dans la porte. Douleur. Douleur, il glisse dans l'escalier. Douleur, les situations qu'il exprime, mais il utilise aussi des effets. Des effets. Et ces effets, ce sont des constructions grammaticales. Donc, dans ces figures de style, d'ailleurs, c'était dans le concours de la semaine dernière, il y avait une analyse des figures de style. On demandait de repérer dans le texte une comparaison, une analogie, une métaphore, enfin bref, une figure qui relevait donc de la première catégorie que j'ai énoncée pour l'instant, à savoir tout ce qui relève de l'analogie. Tout ce qui relève de l'analogie. Donc, il y en a une petite poignée. En général, on se contente de comparaisons, métaphores, et puis allégories, mais j'en rajoute 3 qui reposent sur le principe de l'allégorie, qui sont les personnifications, les animalisations et les réifications. Je ne reviens pas là-dessus, c'est les changements, si vous voulez, si on y ajoutait allégorie. Allégorie, c'est donner des caractéristiques humaines à une idée. Le plus simple, c'est la mort frappa à ma porte. La mort, c'est un concept. Il peut difficilement se trouver dans l'escalier, il peut difficilement frapper à la porte. La mort était au volant. La mort n'a pas son permis de conduire. Bon, donc allégorie, une idée. Personnification, c'est un objet ou un animal qui devient humain. Animalisation, c'est un humain qui devient animal. Et puis réification, c'est soit un animal, un humain qui deviennent une chose. Et puis, on peut avoir des transferts aussi, un animal devient une chose, ou une chose devient un animal. On en a un exemple très célèbre dans un texte de Zola qui s'appelle Germinal. Dans Germinal, c'est une histoire de mine, et le premier contact du héros Étienne avec cette mine, c'est de se perdre dans des couloirs très touffus, sombres, obscurs, dangereux, et puis au centre de ce labyrinthe se trouve un minotaure moderne, c'est-à-dire un monstre de la mythologie, mais c'est la machine. Et on la voit de loin, cette machine, et on voit l'unir, et ces cuivres. Donc on voit des reflets sur elle, mais ça rappelle plutôt 2 yeux qui brilleraient dans la nuit au milieu du labyrinthe. La machine, elle est animalisée, d'ailleurs, elle va avaler des humains en les faisant descendre sous terre. Donc nous avons là un procédé, ce procédé, c'est de transformer une machine en animal dangereux. Donc c'est une animalisation. Il faut regarder le point d'arrivée. Est-ce qu'on est un objet, une idée, un humain qui se transforme en animal, animalisation. Si on se transforme en humain, c'est une personnification. Si on se chosifie, la chosification, bon, ça porte un nom un peu plus savant. Si vous dites une chosification, parce que vous ne vous rappelez pas du titre, ça jouera à peu près, mais enfin le vrai mot, réification. Il y a une autre famille qui est tout ce qui relève des figures de l'atténuation
ou de l'amplification. On peut appeler ça aussi les figures de la gradation. La gradation, atténuée, amplifiée. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons 3, 4, 5 figures, si on est un peu plus dingue, je vais les mettre en place. Nous avons ce qui relève. Tout d'abord, je les prends par simplifier, casser, par simple. Nous avons l'accumulation. L'accumulation. Et l'accumulation, comme son nom l'indique, on va ajouter des éléments, ajouter des éléments. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cet aspect d'accumulation? Elle fabrique soit une idée de rapidité, il roule, roule encore. Ça peut être aussi la durée. Ça peut être aussi l'exaspération ou la démesure. Des mesures, il y en a trop. Un grand spécialiste des accumulations, c'est un auteur de polar qui s'appelle Frédéric Dard. Il est mort il y a au moins 30 ans. Les aventures ou les enquêtes de San Antonio. San Antonio, si vous n'avez jamais lu ça, il faut aller regarder un jour dans le livre de poche. Le standing selon Bérurier, c'est spécial, hein, c'est sans doute un des meilleurs. Un des personnages devient professeur de savoir-vivre. Or, il a tout, sauf du savoir-vivre lui-même. Qu'est-ce qu'on trouve très souvent comme procédé d'écriture chez San Antonio? Des accumulations. Le chef de la police, il a une voiture. Dans cette voiture, il y a un bar, mais aussi il y a une télévision, mais aussi il y a un téléphone, mais aussi il y a, puis ça finit, il a un terrain de tennis dans sa voiture et puis une piscine. Vous voyez, ça devient de plus en plus délirant au fur et à mesure que l'accumulation se fait. Donc, une accumulation, on met des objets bout à bout, comme son nom l'indique. Mais ça a une utilité. Ça a une utilité pour montrer que l'action dure, pour montrer que l'action est démesurée, idiote, pour montrer que il y a une surenchère, une surcharge. Il m'a dit de faire les courses, de faire le ménage, il m'a dit de laver la vaisselle, il m'a dit de passer l'aspirateur, et puis on en ajoute comme ça, puis à un moment donné, stop, les journées n'ont que 24 heures. Accumulation. Gradation. Là aussi facilement compréhensible. Plus l'accumulation avance, plus elle est en grosseur. On passe du petit au grand. Il va au pas, au trot, au galop. Au pas, au trot, au galop. C'est une des courses, c'est des rythmes de marche du cheval. Ça va de plus en plus gros. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre la gradation, ça montre l'accélération, ça montre au contraire la décroissance. La gradation, elle est dans l'autre sens. Il y en a un célèbre dans Phèdre, va, court, vole et me venge. Va, court, vole et me venge. Va, bon, il dit pas tranquille, bon, plus vite, court, vole, on s'imagine que c'est le plus rapidement possible, et puis conséquence pour faire quoi? Pour la vengeance. Donc, va de plus en plus vite vers la vengeance. Va, court, vole et me venge. Oui. Alors, l'énumération, c'est... Oui, ça, on pourrait dire que c'est la même chose. L'énumération, elle est moins, on va dire, politique. C'est-à-dire que l'accumulation, elle a vraiment une visée précise pour montrer un effet particulier. On peut simplement énumérer. Vous voyez, je vous ai énuméré ce qu'il y a dans cette salle. Il y a une table, il y a des chaises, il y a un ordinateur, un deuxième ordinateur, il y a quelques armoires.
je fais une sorte de bilan à plat, une description en quelque sorte. Quand on trouve une accumulation, elle a véritablement une volonté en termes de narration. Donc, accumulation, gradation. On va commencer par quelques termes un peu compliqués. L'hyperbole. Bol en grec, ça veut dire tourner. Ça veut dire tourner. Et hyper en très grand. Hypertension. En très grand. Donc la tournure devient exagérée. Qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole? C'est qu'on utilise des termes qui sont vraiment démesurés par rapport à la situation. Je vais dire, il m'a tué avec sa remarque. Tué, c'est peut-être un peu beaucoup, hein, vous êtes encore vivant, vivant, il m'a tué avec cette remarque. C'est trop gros par rapport à... il a cassé un verre, il a entièrement détruit ma cuisine. Bon, ben, c'est qu'un verre quand même, hein, c'est qu'un verre, on ne va pas non plus en faire une montagne. Donc, hyperbole, une exagération. Alors, qu'est-ce que ça peut montrer l'hyperbole? Qu'est-ce que ça peut montrer? Ça peut montrer la bêtise. Assez souvent la bêtise, c'est-à-dire que la personne en question n'arrive pas du tout à prendre du recul sur ce qu'elle vit. Oui. On aura des hyperboles quand quelqu'un racontera un fait divers totalement anodin, mais de manière extrêmement exagérée. Donc ça peut montrer la bêtise, ça peut montrer l'ironie, écrire une situation de manière épique alors qu'elle est tout à fait ridicule. Et le chat poursuit la souris. On va nous présenter ça comme si c'était un corps d'armée qui fonce contre un autre et qui se bat. Nous en avons beaucoup dans un texte que vous avez peut-être déjà observé, qui est la description de Waterloo par Victor Hugo dans Les Misérables. Il faut rappeler que dans Les Misérables, le père d'un des personnages essentiels qui s'appelle Marius, le colonel de Pontmercy, a fait la bataille de Waterloo et il y a rencontré un autre personnage essentiel du roman qui est Thénardier. Et il y a une description de la bataille de Waterloo. Et cette description nous présente des centaures qui combattent des dieux, des titans qui affrontent des divinités. C'est une exagération extrême de la situation. Et c'est très amusant parce que nous avons une autre description de Waterloo par un autre grand écrivain qui, lui, y était en plus, c'est Stendhal, dans la Chartreuse de Parme. Et dans la Chartreuse de Parme, Stendhal décrit Waterloo à hauteur d'humain. C'est-à-dire que le gars, il est sur son cheval, il assiste, Fabrice Del Dongo, c'est son nom, il assiste à la bataille, mais il ne comprend rien du tout. Il voit de la fumée là-bas, il entend un bruit de canon, il voit quelqu'un qui tombe, mais la bataille est vue non pas du dessus, des dieux combattant des titans, mais du simple gars qui est en train de se battre. Et on a donc deux comparaisons qui sont souvent étudiées dans les lycées parce que c'est le même événement, mais d'un côté réaliste, c'est Stendhal, et de l'autre côté hyperbolique, c'est Victor Hugo. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons l'inverse, qui est l'euphémisme. C'est une transformation, une atténuation de ce qu'on veut dire. Alors, nous vivons dans un monde d'euphémisme. Nous n'employons plus les mots véritablement sur leur sens premier. Et on dira par exemple qu'un aveugle est non-voyant. Aveugle a tendance à prendre un sens un peu péjoratif parce qu'il y a un usage qui est symbolique. Tu es aveugle à mes problèmes. Tu ne vois pas mes problèmes, tu t'en fous de mes problèmes, tu es aveugle à mes problèmes. Donc aveugle, c'est plutôt négatif, on dira non-voyant. Dans les emplois, comment appelle-t-on les personnes qui sont à la caisse des supermarchés? On appelle ça des collaborateurs.
Mais une entreprise, elle n'a pas de collaborateurs. Une entreprise, elle a des employés. Et ces employés, ils sont plus ou moins sur des fonctions intéressantes. Nous avons des techniciens de surface, pour dire des gens qui font le ménage. Bon. Et au lieu d'employer le mot exact aux choses, on va employer un mot un peu différent. Donc l'euphémisme, qu'est-ce que j'avais comme exemple d'euphémisme? Ben, aussi dans des expressions, on dira il est passé, pour dire il est mort. Euh, présenter les choses sur un aspect un petit peu atténué pour éviter la violence des mots. Ça, c'est donc l'euphémisme. Et puis enfin, nous avons la litote. Elle consiste à exprimer son idée de manière contraire. Exemple, vous allez manger et vous allez dire « ce n'est pas mauvais ». Si vous dites « c'est mauvais », c'est une information, c'est pas mangeable. Mais si vous dites « ce n'est pas mauvais », ben, ça veut dire que c'est bon. Donc on va exprimer son idée, mais on va l'exprimer en général avec un système de double négation qui va exprimer son idée, mais avec des moyens grammaticaux qui sont un peu contraires à l'idée. Très célèbre dans le Cid de Corneille, va, je ne te hais point. Je te hais point. Alors ça veut dire donc, je te hais, je te déteste, mais je ne te déteste pas. Alors dans l'occurrence, ça veut dire plutôt que je t'aime. Mais cette pauvre chilène a perdu son père parce que son fiancé a tué le comte d'Ongormas. Donc c'est un peu difficile d'épouser le meurtrier de son père. Donc, elle lui dit, dans scène de rupture, va, je ne te hais point, allez dehors, mais sache que je t'aime encore. Donc la litote, elle se résume beaucoup dans certains manuels par la simple double négation. Quand vous mettez deux termes à sens négatif l'un à côté de l'autre, ça a comme conséquence que l'idée générale devient positive. Je ne suis pas sur le départ, ça veut dire je reste. Je ne suis pas sur le départ, je reste. Gardez, va, je ne te hais point, ou alors gardez, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Une manière d'exprimer son avis, mais non pas en l'exprimant de manière claire, mais en l'exprimant de manière, quelque sorte, inversée par rapport à ce qu'on veut dire. On en trouve, c'est un procédé, alors où est-ce que ça se trouve et pourquoi? Ça se trouve beaucoup, 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 parce que c'est un procédé essentiel de l'écriture du texte fantastique. Je crois que j'en ai déjà parlé à un autre moment, ou alors avec un autre groupe, un autre jour. Si je veux décrire une créature fantastique, très vite je tombe dans le ridicule. Parce que inventer un monstre, c'est utiliser des objets qui appartiennent à plusieurs créatures en une seule bestiole. Si j'invente un monstre qui a des oreilles de lapin et un nez de cochon, on essaie d'imaginer ça, on se dit, bon, nez de cochon, oreille de lapin, ça fait quand même un résultat un peu à la con. Donc, que dira l'auteur? Eh bien, il ne dira pas ce que c'est, mais il dira ce que ce n'est pas, pour laisser l'imagination fonctionner. Mais si moi je vous dis c'était affreux, 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 c'était mon pire cauchemar. Vous allez tout de suite imaginer ce que c'est que votre pire cauchemar, et puis vous allez le plaquer dessus, donc vous allez créer votre propre créature qui fait peur. Si je vous dis donc que c'était une créature qui avait des oreilles animales, ben, vous pouvez tomber sur le lapin, effectivement, mais il y a plein de solutions. Ça peut être des oreilles d'âne, ça peut être des oreilles de lièvre, effectivement. Et puis, un nez qui n'était pas humain, alors vous pouvez effectivement tomber sur un groin de cochon, mais vous pouvez tomber sur plein d'autres choses. Donc, au lieu de vous dire c'était des oreilles de lapin et un nez de cochon, vous allez dire c'était des oreilles animales et un nez qui n'était pas humain. Comme ça, vous décrivez parce que ce n'est pas, et l'imagination fonctionne à plein. Donc, le fantastique est plein de ce procédé de dire ce que ne sont pas les choses plutôt que ce qu'elles sont.
parce que c'est là que se trouve véritablement l'effet fantastique. C'est d'ailleurs un gros problème du cinéma, parce que le cinéma, lui, il est visible, il est visuel, plus que visible, visuel. Et donc le monstre, à un moment donné, il faut mettre le doigt dessus, exactement, il faut filmer. D'où un procédé qui est une sorte de procédé de litote au cinéma, c'est ce qu'on appelle la caméra subjective. Filmer en caméra subjective. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que filmer en caméra subjective? Bon. Eh bien, c'est en fait filmer les personnages, mais avec les yeux, comme si la caméra était les yeux d'une créature extérieure. C'est-à-dire que vous êtes le héros, l'héroïne, en l'occurrence, vous êtes l'héroïne, et on ne va pas vous filmer comme ça directement en face, mais on va vous filmer depuis l'arrière du porte-manteau. Et donc, on va vous filmer avec des choses qui cachent. Mais comme si la caméra était le regard d'une créature qui vous observe. Et la caméra, elle va bouger comme une créature, elle va se masquer comme... Et donc, vous allez comprendre que le héros est menacé et vu par quelqu'un. Ou alors, on va filmer que des petites parties en très gros plan de la créature monstrueuse. Comme ça, tout le reste est à imaginer. Donc, la littérature, elle a un système qui est de dire ce que ce n'est pas. Le cinéma trouve des biais, lui aussi, pour dire ce que ce n'est pas. Caméra, donc, subjective, ou alors gros plan. Ça sert à quoi, donc, la litote? Ça sert à exprimer un avis de manière moins brutale. C'est aussi une marque parfois de bêtise. Quelqu'un qui n'ose pas prendre position, il ne dira toujours jamais ce que c'est, mais il dira toujours son avis masqué. Ça peut être un effet de la littérature fantastique. Donc, les atténuations, amplifications, elles ne sont jamais gratuites. Elles ne sont jamais gratuites. Alors, essayons, comme j'ai fait lors de ma précédente séance, de voir si dans les textes que nous avons ici, nous en avons ces figures de style-là. Vous avez les textes encore, sinon ils sont là. Qui n'en connaît pas? Vous leur faites passer, ceux qui n'en ont pas, vous prenez. Donc, je reste sur Heredia. Hein, comme un bol de gerfaut hors du charnier natal. Fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, donc on avait dit que misère hautaine, c'était une forme d'allégorie, puisque la misère prenait l'apparence, prenait une caractéristique humaine hautaine. De Palos de Molière, routiers et capitaines, partait ivre d'un rêve héroïque et brutal. Il y a aussi une sorte d'allégorie dans ivre d'un rêve. Le rêve, il peut être héroïque. Vous pouvez rêver que vous allez conquérir je ne sais quoi. Il peut être brutal, vous faire un cauchemar. Mais est-ce qu'on peut être ivre d'un rêve? Non. Ivre, c'est quand on a picolé. Ivre, c'est quand on a trop bu d'alcool. Ivre, c'est quand on manque d'oxygène dans les hauteurs ou sous la mer. Oui, dites-moi. Alors, ivre, c'est un concept qui prend une caractéristique humaine. Ivre. Les animaux peuvent être ivres. En cette saison, oui. Oui, alors ça pourrait être dans ce sens-là, mais je dirais aussi c'est peut-être que ivre, le rêve, pardon, c'est oui, c'est une idée, un concept, et ce concept prend la caractéristique humaine. Soit on part de ivre, et puis on est ivre d'une idée, donc ivre d'une idée, soit on part de rêve, et rêve a une caractéristique qui est humaine. Donc l'un dans un sens ou dans l'autre. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les mentalités inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Cipango, c'est un pays, c'est le Japon, hein, j'ai dit la dernière fois, puisque vous vous souvenez de cette petite particularité que les conquistadors, n'ayant pas une idée qu'il y avait un continent en plein milieu de l'Atlantique, ou en plein milieu du Pacifique, ça dépend
je pense on regarde, pensaient qu'ils atterrissaient dans un pays connu, c'est-à-dire en Chine ou au Japon. Donc on a cru que ce pays était le Japon, Sipongo, la Chine, la Terre du Milieu, ou les Indes. Les Indes, on connaissait. Donc on pensait que ce pays-là était les Indes. Ça vous expliquera évidemment la notion d'Indien. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes des vents mystérieux du monde occidental. Mûrir. Qu'est-ce qui peut mûrir? Eh bien, des fruits. Quand on lit cette idée, je laisse un peu de temps pour que cette idée mûrisse. Je fais une réification ou une allégorie. C'est-à-dire que je vous dis que vous allez mûrir, comme si vous étiez une plante, mais vous n'êtes pas une plante. Ou je prends une idée, cette idée, allégorie, qui va prendre la caractéristique, l'idée va prendre une caractéristique d'une plante. L'idée mûrit. Donc c'est soit une allégorie, soit au contraire une réification. L'idée prend la caractéristique d'une plante, d'une chose. Chaque soir, respirant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles déjouées. Alors, est-ce qu'on a des figures d'amplification? On a des figures d'amplification. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a une forme d'hyperbole, c'est-à-dire un peu d'exagération sur l'origine des conquistadors. L'origine des conquistadors, ce n'était pas spécialement ces conquistadors, la fine fleur de l'intelligentsia portugaise et espagnole. Ce n'étaient pas tous des moines, des prêtres ou de la haute noblesse éduquée. C'était des gens du peuple, des marins qu'on a déversés sur le monde américain. Donc ils sont, on dira, de basse extraction. Et basse extraction, c'est un euphémisme. Basse extraction, ça voudrait dire, basse extraction, ils sont extraits du bas. Bon, ben, c'est des pauvres. C'est des pauvres, c'est des classes défavorisées. Basse extraction, c'est un euphémisme. Mais dire qu'ils sont issus comme des oiseaux d'un charnier initial, natal, ça veut dire qu'ils naissent vraiment d'une décharge, d'une poubelle, d'un cimetière. Qu'est-ce que c'est qu'un charnier? C'est un endroit où on déverse, où on laisse pourrir les cadavres. Charne, carnet, charnier, ça vient de carner, la viande en latin. Donc c'est un lieu où on laisse pourrir les cadavres. Donc ils sont issus de quoi ces conquistadors? Ils sont issus de la décharge, de la poubelle, de là. Donc cette sorte d'exagération, donc il y aurait là une hyperbole. On pourrait se demander, entre la strophe 1, le quatrain numéro 1 et le tercet numéro 1, 4-1, 4 vers, tercet, 3 vers, donc en fait, entre le vers 1, 2, 3, 4, entre le vers 4 et le vers 11, ivres d'un rêve héroïque et brutal, enchantaient leur sommeil d'un mirage doré. Il y a deux termes qui renvoient aux mêmes idées, c'est sommeil et rêve. Alors, entre ce sommeil et ce rêve, est-ce qu'il y a un principe d'égalité? Ils sont sur le même plan. Est-ce qu'il y a une gradation ou une atténuation? Ils partent avec un rêve héroïque et brutal et ils tombent sur un sommeil enchanté d'un mirage doré. Est-ce qu'on voit entre les deux une évolution sur cet espoir? Parce qu'on parle les deux fois d'un espoir. Vous avez l'espoir héroïque, d'aventure héroïque et brutale, et puis ils ont l'espoir d'un mirage doré.
On pourrait dire peut-être qu'il y a une forme de gradation, mais non pas croissante, mais décroissante. Le premier, c'est la violence, c'est l'extrême de la brutalité, héroïque et brutale. Et puis le deuxième rêve, il est plus, on va dire, modéré. On a l'espoir de la richesse. Deux rêves. Le premier est dans l'extrême violence, quand le second est plutôt dans l'espoir d'amélioration. Pas tout à fait sur le même plan. Pas tout à fait sur le même plan, mais on placera plutôt ça dans une notion qui viendra tout à l'heure, c'est un parallélisme. Un parallélisme. Mais si on voulait vraiment trouver quelque chose qui relève de cela, de ces figures-là, on pourrait tomber là-dessus. Atténuation, amplification, est-ce que vous avez des questions sur ces figures-là? La difficulté, c'est les termes techniques. Accumulation, ça se comprend. Gradation, ça se comprend. Il faut que vous appreniez donc juste les trois lettres, ce qu'ils signifient, pour que ce soit compréhensible. Monsieur, Oui, le nom, c'est les figures d'insistance. le nom, c'est-à-dire C'est insistance et après, il y a toutes les déclinaisons. ça. Oui. Insistance, oui, ça peut. Ça peut. Ça pourrait être, oui, assistance. Si vous voulez, c'est la grosse catégorie. Donc oui, c'est figure d'assistance dans lequel il y aurait atténuation, amplification. Oui, c'est comme analogie. Ne reprends pas ces termes-là, mais analogie en soi, c'est une figure. Donc, ces termes-là ne sont pas repris spécialement par celui-ci. Donc, ça pourrait être désigné. Les vraies figures, c'est celle-là. Ce n'est pas la catégorie, ce n'est pas l'enveloppe dans laquelle on les met. Suivante, les figures de substitution. Et vous allez voir d'ailleurs qu'elles se croisent les unes par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les substitutions? On en a deux vraiment très compliquées, mais on va commencer par une toute simple, c'est la périphrase. La périphrase. Péri, ça veut dire autour. Péri en grec, ça veut dire autour. Péri, péri. Périphérique, qui tourne autour. Donc, périphrase, on tourne autour du pot. Périphrase, c'est expliqué par une expression, par une locution, ce qui serait en fait un seul mot. C'est remplacer un mot par un ensemble de mots plus longs. Le facteur sera le fonctionnaire des postes. Facteur, fonctionnaire des postes. On en a vu un certain nombre dans le texte de Kessel, où King devenait le grand lion, ça pourrait devenir le roi de la forêt, de la jungle plutôt, de la savane plutôt pour le lion. Donc on utilise une phrase complète pour remplacer un mot. Alors ça fait des effets. Ça fait des effets. Ça peut faire des effets de ridicule. Ça peut faire des effets de précision. On est beaucoup plus clair sur ce que l'on veut signaler. Ça peut se cumuler avec les effets que nous avons ici de substitution, d'atténuation. Parce que ça peut être des effets de litote. Les litotes, c'est justement des tentatives de dénoyer un peu le poisson. Quand je parle du balayeur qui devient un agent d'entretien, un mot, balayeur, agent d'entretien, une expression. Le roi des animaux, c'est non seulement une personnification, c'est-à-dire le lion qui est un animal devient un roi. Un roi, il n'y a que les humains qui ont des rois. Les rois, il n'y en a pas par là. Quand on parle de la reine des abeilles ou la reine des fourmis,
c'est la transposition de nos cadres sociaux sur ces bestioles-là. Donc, ce sont des personnifications. Donc, dans le roi des animaux, on a une personnification, on a deux, une périphrase, c'est-à-dire qu'on remplace un nom lion par autre chose, et puis on a vraisemblablement des effets qui sont pour le moins d'hyperbole. On considère comme si la société des animaux existait, comme si tous les animaux étaient organisés dans une société complexe comme la nôtre. Très exagéré. Donc une même phrase peut s'analyser en termes assez différents au point de vue des figures de style. Qu'est-ce que j'avais mis comme exemple dans mon document? La dame de fer. Dame de fer. Si on est à Paris, c'est la Tour Eiffel. Si on est à Londres, c'est Margaret Thatcher. Il faut ne pas confondre sur qui est qui. En tout cas, une expression qui donne des caractéristiques. Ça peut être méprisant. Ça peut être glorifiant. La périphrase, elle a des fonctions. Vraiment, elle a des fonctions idéologiques. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons ce que j'appellerais tout simplement l'ironie, qu'on appelle aussi l'antiphrase. C'est exprimer une idée avec des termes qui la rendent plus ou moins ridicule, ou dont il faut comprendre les intentions qui ne sont pas du tout ce que l'on veut exprimer. Je vais dire quelque chose, et ce quelque chose devrait être compris à l'inverse. Ça a tendance à ressembler un peu à la litote. Mais oui. Comment? Alors, je vais vous donner des exemples, et puis ça va exprimer. Si je vous dis « continuez le bazar », alors en fait, il faut comprendre qu'il faut arrêter le bazar. Continuez le bazar. Continuez donc ce que vous faites. Ah, il faut comprendre l'inverse. Continuez de parler là-bas. Alors, parlez plus fort dans le fond, on m'entendra moins. Et toutes ces phrases-là sont des phrases où il faut comprendre exactement l'inverse. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple de cela? Continue, ben voilà. Ne vous arrêtez surtout pas. Hein. Regardez bien sur les copies de vos camarades si c'est les bonnes réponses pendant les examens. Donc, c'est tout un ensemble de phrases qui doivent vraiment se comprendre à l'inverse de ce qui est dit. Alors que la litote, c'est davantage. Donc, la litote, c'est une construction grammaticale, alors que l'ironie, c'est une intention. Là, c'est une construction grammaticale pure, avec une négation, par exemple, avec deux termes négatifs, alors qu'ici, c'est plus l'intention qui est analysée. Est-ce que nous en avons? Ah ben, je finis la liste et puis après nous regarderons s'il y en a. Et puis alors, il y a les deux dernières qui sont compliquées comme tout, c'est métonymie et synecdoque. Alors, compliqué par le nom, mais par le sens aussi, parce que c'est un sens croisé. Métonymie. Il faut bien repérer que le Y, je vérifie quand même parce que je ne suis pas bon, le Y il est en deuxième, et puis Y tout attaché, doc. Et c'est un QE. Synecdoque. La première, la métonymie, elle va remplacer un élément par un autre qui appartient au même champ d'idées. Donc, on va dire que c'est A remplacé par B, A remplacé par B, A ayant la même notion.
Un objet complet remplacé par un autre objet complet. Oui. Oui, effectivement. C'est avec un Y, j'étais concentré sur le Y de métonymie, je n'ai pas géré celui de synecdoque. J'étais perturbé par le C et j'ai loupé une information centrale. Merci. Alors que le deuxième, c'est le remplacement d'un objet par un autre, mais celui-ci appartient, symbole mathématique appartient à l'autre. On résume ça souvent par la partie pour le tout. Dans cet exemple-là, le mot qui remplace, c'est un mot qui est à l'intérieur même de l'objet qui est remplacé. On voit, alors, qu'est-ce qu'on donne comme exemple? Ça va éclairer. Je vais dire, par exemple, je vois les voiles s'approcher. Au bord de mer, je vois les voiles s'approcher. Les voiles, c'est en fait une partie d'un bateau. Ou les mâts brillaient à l'horizon. Les mâts, c'est une partie d'un bateau. Au lieu de dire je vois un bateau, je vais dire je vois les voiles, je vois la coque. On prend par exemple le volant. On prend par exemple le volant, mais en fait, ce n'est pas le volant que vous prenez, c'est la voiture. Mais le volant, c'est une partie de la voiture. Donc la synecdoque, c'est utiliser un mot pour désigner un objet, mais un mot qui est une petite partie de cet objet. Je me suis acheté un deux roues. En fait, je n'ai pas deux roues sous le bras. J'ai aussi un cadre, j'ai aussi un guidon, j'ai aussi tout un bazar. La synecdoque, c'est en fait un procédé très, très commun qui consiste à désigner un objet par une de ses parties. Désigner un objet par une de ses parties. Donc, le deux roues a eu un accident. Non, c'est le cycliste qui a eu un accident avec son vélo. J'ai pris le volant. Qu'est-ce que je vous ai pris comme exemple dans mon cours? Il vit les voiles s'approcher pour les bateaux. Dans l'autonomie, on utilisera deux termes qui ne sont pas l'un appartenant à l'autre, mais qui sont dans le même ordre d'idée. J'ai bu un verre. J'ai bu une bouteille. On voit bien avaler une bouteille. Ça peut avoir du mal à passer au niveau de la, au niveau du larynx, enfin, au niveau de la gorge. Donc, on remplace un mot par un autre qui appartient au même champ lexical, c'est-à-dire bon, au même champ d'idées. J'ai pris ma fusée, mais je suis quand même arrivé en retard. Ouais. On dire, bah, fusée, on dira, bah, c'est une voiture. Et oui, une voiture n'a pas en soi une fusée. C'est deux mots qui appartiennent au même domaine. On remplace un mot X par un mot Y qui, dans le contexte, se comprennent. Ça, c'est la métonymie. Avec ma vieille peau toute usée, je résiste quand même assez bien à la pluie. Sous-entendu, c'est mon manteau que j'appelle ma vieille peau toute usée. Pas trop spécialement dans mon manteau, mais l'un remplace pas l'autre. Ça, c'est une métonymie. Quand on appelle, par exemple, les jeunes en anglais des hoodies, c'est des encapuchonnés. C'est sweat à capuche que les jeunes mettent sur la tête, se promènent avec. Donc en anglais, ça s'appelle des hoodies, des capuchons, des capuchonnés, exactement.
C'est d'ailleurs le nom d'un célèbre personnage de fiction qu'on trouve chez Walter Scott qui s'appelle Robin des Bois. Un Robin des Bois, en anglais, c'est pas du tout des bois, c'est une fausse traduction, c'est Robin Hood, Robin la capuche. Et comme c'est un bandit, c'est une capuche, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc Robin la capuche, Robin Hood, ça a été traduit en français par Robin Wood, Robin des Bois. C'est une fausse traduction. Parce que Robin la capuche, c'était peut-être pas assez sérieux. Donc, les hoodies, les encapuchonnés, c'est, pour le coup, une synecdoque. C'est-à-dire que l'individu n'a pas que la capuche, il a aussi tout le reste. Alors, est-ce que nous en avons ici ces figures-là de substitution qui ne se recoupent pas encore tout à fait avec les autres? Si je prends or pour fabuleux métal, or, fabuleux métal, ligne vers 5, ils allaient conquérir le fabuleux métal. Ils veulent de l'or. Ils veulent de l'or. Donc, on a or qui devient fabuleux métal. Donc, c'est une périphrase de sûr, puisque c'est un mot remplacé par d'autres. Mais après, est-ce qu'il a une valeur métonymique ou synecdotique? Oui, il y en a une des deux. Alors, il faut penser or pour métal. Alors, quel rapport entretient l'or avec le métal? Est-ce que c'est deux objets complètement différents? Ou est-ce que c'est une idée d'inclusion de l'un par l'autre? Ah oui, il faut penser qu'on a du fer, on a du cuivre, on a, bon, il y en a plein de métal, et que parmi tous ces métaux, il y a celui qui est fabuleux. Il y a celui qui est fabuleux, et donc c'est l'or. Donc c'est en fait un mot générique global, métal, qui remplace un mot précis de sa famille. D'habitude, on fait le petit bout pour le gros bout. Mais là, c'est l'inverse. Le gros bout pour le petit bout. Ce serait plutôt une synecdoque. C'est plutôt une synecdoque, c'est-à-dire qu'on emploie un mot qui désigne un objet pour une partie restreinte de cet objet. Dans mon exemple de tout à l'heure, je disais, je vois des voiles à l'horizon. Il y a bateau, je le désigne par un petit bout qui est voile. Qu'est-ce que ça pourrait être si je fais le principe inverse? C'est-à-dire que si je désigne un petit bout par le tout, eh bien, je dirais, il y a un bateau qui s'approche et je dis toute la marine marchande arrive. Enfin, c'est un bateau, c'est pas toute la marine marchande, mais ce sera un morceau sans un principe d'inclusion. Oui, dans la synecdoque, il y a un principe d'inclusion, c'est un élément d'un tout qui est désigné pour le tout, ou alors un petit morceau pour le plus gros morceau. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Il y en a un très simple qui est celui du bateau, d'ailleurs, quelque part, c'est antenne. Je sais plus où il y a antenne. Vers 7. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes. Et ce n'est pas des fourmis, hein? Pas des antennes. Non, c'est les antennes qui sont sur les bateaux. Mais ce n'est pas des antennes radio. Vraiment, c'est des parties des mâts, sans doute. Alors, pour le coup, c'est un petit bout pour la totalité. Ils inclinent leur bateau. Les figures, il nous en reste trois catégories. Hein. Les figures sonores. Les figures sonores. Elles sont assez simples. Les figures sonores, elles sont quatre.
le plus simple au plus compliqué, les onomatopées. Non compliqué pour dire un bruit. C'est une catégorie de la langue. C'est une classe de mots, les onomatopées. C'est une classe de mots. C'est toutes les écritures d'un son. Toutes les écritures d'un son ou pardon, toutes les écritures d'un bruit, ou d'un son au sens non pas linguistique, mais commun, c'est ce qu'on entend. Donc, ding dong pour la cloche, pour la sonnette. J'arrive devant la maison, ding dong, on m'ouvre. Ding dong, on ouvre. Un son. Plouf, waf waf, bon, boum, crac. Les bandes dessinées en sont pleines. Curieusement, elles dépendent de chaque langue, les onomatopées. Il faut rappeler mon premier cours. On a tous l'impression que quand on entend ça, on a tous entendu la même chose, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et ça se voit d'ailleurs dans les bandes dessinées, quand on laisse les dessins d'origine, on voit que les bruits que font les pistolets, par exemple, ça fait pas bon, mais ça fait PAW, P-A-W. Ça fait pas boum, ça fait bang. Donc les bruits, ils se reproduisent, ils sont perçus par chaque langue. On parle de Big Bang, de grand boom initial, enfin, de boom en français, boom. On a gardé le mot anglais, Big Bang. Cocorico, Kikiriki, voilà, vous vous souvenez de mon cours. Cocoroco en espagnol, en portugais. Donc, les onomatopées, elles ont toujours une intention comique, une intention parfois d'accélération de la narration. Au lieu de dire j'arrive, je sonne à la porte, on vient m'ouvrir. J'arrive, ding dong, comment vas-tu? Le ding dong, il élimine tout un ensemble d'événements dans la narration. Je sors de chez moi, vroom vroom, j'arrive au théâtre. Le vroom vroom, ça remplace tout le récit du trajet. Donc, des onomatopées, quel est l'effet? En général, c'est un effet comique, ou alors, je dis, c'est un effet d'accélération de la narration. Ça remplace toute une partie. Onomatopée. Qu'est-ce que nous avons encore là-dedans? Nous avons le jeu sur les homophones. L'auteur fait exprès d'utiliser mal à propos un homophone. Ça fait un effet de surprise en général. Ça ne peut pas marcher avec tous les homophones parce que parfois on ne s'aperçoit pas que c'est des homophones ou des fautes de français. Mais il y en a un qui est assez répété, qui est un jeu de mots sans mal. C'est l'alternance entre fin et fin. La fin justifie les moyens. C'est ce fin-là. La fin justifie les moyens. La finalité, l'objectif justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Mais quand vous parlez de misère, de pauvreté, de cannibalisme, vous trouvez la fin justifie les moyens, c'est-à-dire que les besoins de manger justifient toutes les actions. Donc, alternance entre faim et pain. Mais c'est aussi tous les homophones, un petit peu, pas tout à fait homophones. Coluche en fait plein dans ses sketchs. Voyager, c'est mourir un peu. Voyager, c'est crever un pneu. Mourir un peu, crever un pneu. Alors, il y a alternance de mourir, crever, mais peu et pneu. Tous les jeux de mots relèvent plus ou moins de l'homophone. Parce que pour qu'il y ait un jeu de mots, il faut justement utiliser des mots qui se ressemblent. Donc, figure de l'homophone. Ça fait soit des effets de surprise, soit des effets comiques. Les deux en fait.
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les assonances qui vont avec les allitérations. C'est la répétition des sons. La répétition des sons. Assonance, les voyelles. Allitération, plutôt les consonnes. Très célèbre dans Andromaque. Andromaque, pièce de Racine. Oreste dit: pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Et c'est une phrase très intéressante à analyser dans sa stylistique. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Parce que c'est une assonance, allitération, pardon, répétition en S, ces serpents qui sifflent, qui sont c'est une allitération très culturelle. Oreste, il a tué sa mère. Pas des plus. Son père, pardon. Pas sa mère, son père, tué son père. Et Agamemnon, son père. Et la conséquence de cela, c'est qu'il va être maudit par les dieux. Et la malédiction va consister de faire en sorte que des divinités qui sont des divinités vengeresses, les parques, vont venir s'emparer de lui. Et la principale des divinités vengeresses, c'est Méduse. Méduse, c'est une femme avec des cheveux qui sont en fait des serpents. Donc, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ça renvoie à tout un ensemble d'interprétations du public. Il y a une interprétation de la situation, c'est que le public cultivé du XVIIe siècle, il sait bien que Oreste, il va être poursuivi par Méduse, c'est-à-dire cette divinité qui a des serpents. Donc, quand il entend Liszt, eh bien, le public cultivé fait une référence à la mythologie de ces Méduses. Mais ça renvoie à aussi à une onomatopée, à savoir que qu'est-ce qui fait? C'est le serpent. Et les serpents transfèrent sur Méduse. Donc c'est à la fois une onomatopée, l'interprétation d'une onomatopée, les serpents font et une allitération, répétition en S, mais c'est aussi, une interprétation culturelle, civilisationnelle. Les serpents, c'est Méduse. Alors, oui, je vais vous trouver ça, une assonance. C'est quand l'auteur fait une répétition d'une voyelle. Voici le lit de Titi Parti. Voici le lit de Titi Parti. C'est une création personnelle, mais on pourrait en trouver en A, en haut. Là, ben, la tête à Toto. La tête. Ah ben non, la tête à Toto, c'est une allitération à cause des. Répétition d'un son. Quel est l'usage de cela? Ben, ça peut être très culturel ou ça peut être. Je vous donne un homophone particulièrement célèbre qui fait beaucoup jaser, a toujours fait c'est du Corneille. Plus la passion s'accroît, plus les faits se reculent. Alors, ça donne quoi à l'oral quand on le lit normalement? Plus la passion s'accroît, plus les faits se reculent. Les faits se reculent, mais à l'oral, pas de chance, les faits se reculent. La passion s'accroît, les faits se reculent. Et il y en a une autre, mais je ne me rappelle plus l'auteur, je vais vous chercher ça, qu'on appelle l'homophonie du hareng sort. Un hareng sort, un hareng c'est un poisson, et puis sort, et ça ouvert, c'est une manière de le conserver, il est conservé dans le sel. Et il y a une pièce du hareng sort, on ne garde de cet auteur et de cette pièce que ce beau
jeu de mots, enfin, involontaire qu'il a fait, du à mon sort. Alors, je ne me rappelle plus trop les détails, donc je vais chercher. On va trouver ça vite fait sur Internet. Moi, je suis laisse. Je chercherai tout à l'heure et je retrouverai pour la pause et puis je vous dirai pour chaque. Donc, c'est un auteur qui fait un jeu de mots involontaire, en fait, et ça provoque une hilarité complète et on ne gardera de cet auteur-là que cette pauvre jumelage de sons qui vont pas ensemble. Donc, nous avons des effets sonores. Quels sont en poésie les effets sonores les plus communs? Ben, c'est les rimes, évidemment. Hein, c'est les rimes qui relèvent de cet effet-là. Oui. Alors, j'y arrive, puisque dans une rime, si vous prenez celui que vous avez ici, c'est pas seulement des voyelles et des consonnes, on en a tal, brutal. Donc en fait, c'est le tal. C'est la syllabe complète qui rime. Hautaine, capitaine. Là, c'est encore ten. C'est donc la syllabe. Épique, tropique, antenne, lointaine, c'est à chaque fois des syllabes. Donc, on les mettra dans quoi? Eh bien, ça va en quelque sorte plutôt dans les allitérations. Pourquoi? Il faut se rappeler que dans la poésie classique française, les vers s'alternent entre e muet et autre chose. Vous vous rappelez que deux vers se terminent par autre chose et deux vers se terminent par e. Exemple, natal e, natal l, brutal l, hautaine, capitaine, e muet. Métal, occidental, e muet. Épique, tropique, e muet. Doré, ignoré, e non muet. Et donc ça, c'est une règle universelle de la poésie française, classique jusqu'au XXe siècle, c'est deux alternances de E, deux alternances de non-E. Si je prends juste en dessous Baudelaire, encolure, E, nonchaloir, R, obscur, E, chevelure, E, R, E, T, E, E, M, fonction de la versification, c'est deux avec des E, deux avec autre chose. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ce n'est pas tellement les sons, les assonances qui vont faire la rime, puisque soit les E sont muets, soit plutôt c'est autre chose qu'un E. Donc, on est plutôt sur les principes de consonnes qui vont s'alterner avec des voyelles. Donc, plutôt des voyelles complexes, si je prends hautaine, c'est le E qu'on entend. Donc, on mettra ça plutôt dans les allitérations. Ou alors, si vous ne voulez pas chipoter trop, vous mettez ça dans la rime complète. La rime, ça simplifiera la chose. Est-ce qu'on en a d'autres ici qui soient particulièrement visibles? Dans le premier, on aurait une allitération,
une assonance en haut, comme un vo, co, un vo de Gerfo, o. Il y a 3 o. Or, comme un vol de Gerfo, ça c'est pas un o mais un o, Gerfo, or, charnier natal. Il y a 4 o. On pourrait dire qu'il y a une allitération en haut. Une assonance en haut. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les figures, nous aurons 2 catégories. Le document, vous l'avez sur Moodle. Hein. Il y a un TD, TP14, je crois, qui reprend les exemples et l'organisation. Donc, les figures qu'on dira d'opposition. Figure d'opposition. Contraste. Oxymore. Et antithèse. Contraste, oxymore, antithèse. Voilà, obscure clarté, dit votre camarade, c'est une oxymore. Il est réuni dans une même expression 2 termes opposés qui sont théoriquement non associables. Je vis une mort lente. Ben, vous vivez, vous mourrez. Et il y en a une très célèbre de Shakespeare, c'est obscure clarté. Obscure clarté. C'est dans Othello. Othello. Est-ce que nous sommes dans l'obscurité ou dans la clarté? Ben, l'obscure clarté, c'est le mélange entre les deux. Est-ce que je vous donne comme exemple encore? Voilà, soleil noir de la mélancolie. Antithèse. Antithèse, c'est la simple présence de 2 termes opposés dans la même phrase. On est un petit peu sur les mêmes principes que comparaison et métaphore. Vous vous rappelez, comparaison, il y a un terme de comparaison. Métaphore, il n'y a pas de terme de comparaison. Dans l'antithèse, on a 2 termes opposés dans la phrase. Là, ils sont opposés, ces 2-là, mais ils forment une seule expression. Ils forment un seul bloc. Soleil noir. Ici, c'est une phrase dans laquelle il y a 2 opposés, mais pas forcément l'un. Qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple? Son teint était clair, son regard était sombre. Et on a dans la même phrase clair et sombre, qui ne s'applique pas aux mêmes objets. Mais enfin, on a un principe d'écriture qui mêle 2 opposés. Contraste, pardon, antithèse, 2 éléments qui sont opposés dans la même phrase. Et puis le contraste, c'est un petit peu la même chose. C'est la jonction entre 2 éléments totalement différents, qui n'ont en théorie aucun rapport. Et obscure clarté,
c'est une opposition sur deux éléments qui ont un rapport, justement, d'opposition. Soleil, c'est brillant, noir, c'est la nuit. Donc, c'est deux. L'oxymore, elle oppose deux éléments qui ont un rapport direct de sens. Le contraste, il opposera deux termes qui n'ont absolument rien à voir. C'est pour créer en général des effets de surprise. Je dirais, je suis comme un radiateur éteint, ou je suis comme un moteur arrêté. A priori, je ne suis pas un moteur, je ne suis pas. Donc, c'est aussi des figures qui sont des figures d'analogie générale. On met deux termes ensemble qui n'ont pas théoriquement la capacité à fonctionner ensemble. Moi qui suis un humain, je suis comme un radiateur. La théorie humain et radiateur n'ont pas, sauf si le terme éteint nous donne le sens, que je suis froid, je suis à l'arrêt, je suis sans énergie, je suis comme un moteur éteint. Donc le contraste fabriquera une jonction entre deux éléments qui n'ont vraiment rien du tout à voir, mais ça fabriquera soit une surprise, soit un effet comique, soit au contraire un effet psychologique. Ça rendra compte d'une évolution psychologique d'un individu. Donc, oxymore, les termes sont dans une expression unique et ils sont opposés. L'antithèse, les termes sont opposés, mais à l'intérieur d'une phrase. Le contraste, c'est joindre, on dit un exemple, la carpe et le lapin. Joindre la carpe et le lapin, c'est-à-dire deux éléments qui, théoriquement, n'ont pas de relation du tout l'un avec l'autre. Cherchons-en quelques-uns de ces principes-là. Dans la phrase, dans les deux derniers vers, on a deux adjectifs qui sont ignorés et nouvelles. Ignorés et nouvelles. Donc, est-ce que ces deux termes-là, et de même qu'on a ciel et étoile, et ces deux termes-là, ciel et étoile, ils ont évidemment un rapport de sens. Donc, a priori, ils ne fabriquent pas une opposition parce que ils sont sur le même champ d'existence. Est-ce que par contre, ignoré et nouveau sont sur le même champ ou pas? Je dirais que ils sont ignorés parce qu'ils sont nouveaux. Donc, ils ont un rapport de sens. Donc, on ne pourrait pas dire que ce serait forcément un rapport d'opposition non plus. Ignoré, connu. Il regardait monter en un ciel connu, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Alors là, ignorer des étoiles connues. Ignorer, connu. Là, on pourrait dire qu'il y a un rapport d'opposition. Et quelles oppositions? Eh bien, ce serait plutôt de l'antithèse, parce que ce n'est pas une seule expression. Et c'est deux mots opposés au même endroit. Donc, ignorer, connu, ce serait une antithèse. Pour que ça devienne une oxymore, il faudrait mettre quelque chose du genre. Il regardait monter en... Il faudrait là trouver quelque chose de connu, quelque chose qui fasse opposition. Il regardait monter en une nuit brillante du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Nuit brillante. Est-ce que la nuit peut être brillante? Donc, pas trop, ce serait une oxymore. Si, la nuit peut être brillante, oui. Bon,
c'est pas tout à fait ce qu'on considère comme étant le plus brillant que la nuit quand même. Donc, nuit brillante, c'est une oxymore. Et puis, un contraste, on va dire qu'il y en a quelques-uns, peut-être des contrastes qui relèveraient des figures d'analogie. Contraste entre routiers et capitaines et gerfaux. C'est une animalisation, mais est-ce qu'elle repose aussi sur l'opposition entre l'homme et l'animal? Contraste. Misère hautaine, ben on l'avait placé déjà dans ces figures d'analogie, puisque la misère peut difficilement être hautaine. Ça serait plutôt dans cette fabuleuse misère. Misère, c'est négatif, fabuleux, c'est positif. Autant, ça ne suffit pas. C'est pas positif, mais c'est pas de la misère. Oui. Je dirais que c'est quand même pas vraiment une opposition, c'est deux champs un peu différents. Alors, ce serait plus le contraste. Plus le contraste, parce que ça ne renvoie pas tout à fait à une opposition. Une misère heureuse. Moi qui suis très riche, je ne vous méprise pas. Non, je dirais pour qu'on ait une vraie opposition, il faudrait une misère heureuse. La misère heureuse, est-ce que ça peut pas être une misère adorée? Misère adorée. Est-ce que vous pouvez aimer la misère? Là, ce serait davantage une opposition. Et puis enfin, on a une dernière catégorie, c'est les constructions grammaticales. On appellera plus généralement les constructions syntaxiques. On appelle aussi plus simplement les parallélismes. Voilà, alors on a ça, il y a le chiasme, et il y a l'ellipse. Le chiasme, c'est les constructions parallèles. C'est une construction qui repose sur un principe qui est un principe d'organisation avec un point commun. La plus simple que vous pouvez connaître, c'est le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenez, ça s'appelle un fromage. Mettre renard par l'odeur alléchée. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette construction-là? Eh bien, c'est qu'il y a un adjectif qui termine le vers 1 et le 3. Odeur alléchée, arbre perché. Donc, il y a un parallélisme sur la construction. Il y a à la fin deux groupes nominaux, odeur alléché, arbre perché. Mais il y a aussi une particularité, dites-moi. Oui, oui, c'est pour ça que. Alors, ben, il y a un croisement. Alors, si vous voulez vraiment entrer dans le détail, on va mettre le parallélisme en plus. Mettre le parallélisme entre les deux. Parallélisme, stricto sensu, le parallélisme, c'est ce que je vous explique ici, c'est odeur alléchée et arbre perché. Là, corbeau, maître, maître. Et si je prends le vers 1 et 3 de cette phrase, elle est vraiment construite en parallèle. Elle est vraiment construite en parallèle, c'est-à-dire qu'on a maître corbeau, maître renard, et on en a un qui est odeur alléchée et arbre perché. Mais si on regarde un peu plus précisément, il y a une figure ici en plus, qui est le fait que les éléments, l'adjectif ne va pas avec le nom auquel il est collé. Ce n'est pas l'arbre qui est perché. Et ce n'est pas l'odeur qui est alléchée. C'est évidemment le corbeau qui est perché sur l'arbre et le renard qui est alléché par l'odeur. Donc il y a une construction parallèle, maître corbeau, maître renard,
Il y a une construction parallèle qui est nom plus adjectif, nom plus adjectif, arbre, perché, odeur, alléché, mais il y a aussi un croisement des caractéristiques. C'est-à-dire que alléché va avec renard et non pas avec odeur, et perché va avec corbeau et non pas avec arbre. Donc ça, c'est ce qu'on appellera un parallélisme plus particulièrement évident, c'est-à-dire construction de deux phrases avec des éléments vraiment qui se mettent l'un avec l'autre. Le chiasme, c'est à peu près la même chose, mais ça va se fabriquer avec un système en croix. C'est-à-dire qu'on va croiser des éléments l'un par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner le chiasme? On va donner des caractéristiques à un objet, à un autre objet, et ils seront en fait ils n'appartiendront pas l'un à l'autre. Odeur alléchée, arbre perché, par rapport à renard et corbeau, c'est déjà une construction opposée. Il y en a un très célèbre de chiasme dans l'œuvre de Virgile, c'est « Ils allaient obscurs sous la lune ». Ils allaient obscurs sous la lune. Le obscur, il va avec lune. Ils allaient obscurs sous la lune. Et il ne va pas avec le personnage. Ce n'est pas le personnage qui est obscur, c'est la lune. Ils allaient obscurs sous la lune. On construit en fait une sorte de croisement. On donne les caractéristiques de l'un, obscur, au personnage, alors que ces caractéristiques vont plutôt sur lui. C'est le croisement d'informations, en fait, qui vont sur un personnage plutôt que sur un autre. Et puis enfin, l'ellipse, c'est la plus simple, c'est la suppression d'une répétition. La suppression d'une répétition. Quand je vous parle des propositions subordonnées, par exemple, et que je vous dis que les propositions coordonnées, qu'elles suppriment le sujet parfois, c'est qu'il y a ellipse du sujet. On a vu la semaine dernière, au début de semaine, on a vu King s'élança vers les Lyonnes et parti. On a supprimé un morceau qui est King parti. L'ellipse, c'est la suppression d'un morceau. Suppression d'un morceau de la phrase. Alors, ça peut être suppression d'un sujet, ça c'est très courant. Il se gare, monte l'escalier, arrive. On supprime le il à chaque fois. Mais on supprime aussi des actions. On supprime aussi des éléments de la narration. On supprime des éléments qui devraient logiquement se trouver entre l'action 1 et l'action 2. Du genre, il arrive chez lui, se met dans la baignoire, on supprime le il, et on supprime le fait qu'entre le moment où on arrive et le moment où on se met dans la baignoire, généralement, c'est déshabillé. C'est tout un ensemble de situations qui sont supprimées. Les ellipses sont très courantes dans le roman policier, parce que le narrateur, il cache des informations. Il cache des informations au lecteur. Plutôt que de lui dire évidemment qui a tué depuis le début, il va déléguer l'information. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont elliptiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dits, et qui réapparaissent ponctuellement. L'ellipse, c'est donc le fait qu'il y a des éléments dans la phrase qui disparaissent et qui sont sous-entendus. Soit par la situation, soit par la structure grammaticale. Alors, ces figures-là, il n'y en a pas beaucoup quand même dans les textes que nous avons là, si ce n'est peut-être l'histoire de sommeil et rêve. Vers 4, il partait avec un rêve héroïque et brutal.
et ils ont un sommeil enchanté d'un mirage doré. Donc on a un parallélisme, on a deux rêves sur deux vers différents. Deux rêves. Si on voulait un chiasme, il faudrait en fait donner des caractéristiques, un vrai chiasme complet, il faudrait donner des caractéristiques à un objet inversé par rapport à un autre objet. Par exemple, le rêve serait brutal quand l'attaque serait somnolente. Ils avaient un rêve brutal, ils firent une attaque somnolente. Ben, c'est le rêve qui somnole en général, c'est le rêve qui est un petit peu vaporeux. Ouais. Alors, on va dire plutôt que somnolent, vaporeux. Le rêve, il peut être vaporeux, l'attaque, elle peut difficilement être vaporeuse. L'attaque serait brutale, le rêve serait vaporeux. Mais on va voir, ils firent un rêve brutal, mais une attaque vaporeuse. Il y aurait une opposition, mais il y aurait une construction en face qui nous donnerait les informations de l'un qui irait plutôt avec l'autre. Bon, alors là, vous avez la liste un petit peu complète des figures de style. Alors, on va essayer d'appliquer ça sur un autre poème. Tout d'abord, sur Charles Baudelaire, l'Albatros. L'année prochaine, vous aurez des élèves. Surtout, vous ne leur faites pas apprendre l'Albatros. Surtout, vous ne leur faites pas apprendre l'Albatros. Non pas parce qu'il n'est pas beau, non pas parce qu'il n'est pas esthétique, non pas parce que ce n'est pas un grand texte, mais parce qu'il est inapprenable. Il est inapprenable à cause de quoi? Il est inapprenable à cause des impositions. C'est-à-dire que c'est un poème qui est fait de plein de parenthèses. Et ça implique d'ailleurs une chose que je vous dirai l'année prochaine quand on fera un cours sur la poésie, c'est qu'il y a deux manières de lire la poésie. Il y a une manière qui insiste sur le nombre de pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, etc. Et sur la rime, où il y a une manière de lire la poésie qui serait de respecter le rythme grammatical de la phrase. Qu'est-ce que c'est que le rythme grammatical de la phrase? Ben, c'est le fait qu'on isole certains éléments pour que ce soit compréhensible. Si je vous dis le petit chaperon rouge avance dans la forêt, là, je ne respecte pas le rythme de la phrase. C'est le petit chaperon rouge avance dans la forêt. On coupe entre les groupes fonctionnels de la phrase. Et donc, comme la phrase, elle fonctionne sur plusieurs vers, il faut qu'on réorganise le rythme des vers pour pouvoir faire des phrases compréhensibles. Ça, c'est une manière de lire la poésie qui cassera le vers, mais qui privilégiera le sens. Ou alors, vous respectez la versification. Alors, ça donne quoi? Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, soit oiseaux des mers, qui suivent un de leurs compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Là, je préfère la versification, mais ça donne un résultat un peu obscur. Ou alors, je fais une lecture qui va respecter la phrase, et donc je vais faire des groupes entre les groupes de mots, souvent pour s'amuser. Les hommes d'équipage prennent des albatros, vaste oiseau des mers, qui suivent un indolent compagnon de voyage, le navire glissant le long des gouffres amers. Et ça, c'est de la lecture de la phrase, mais ce n'est pas de la lecture poétique. Simplement, à certains moments, si vous voulez être compréhensible, il faut respecter quand même le sens de la phrase. Et donc, la difficulté, vous voyez, de ce texte, c'est que la phrase, c'est les hommes d'équipage prennent des albatros qui suivent le navire glissant sur les gouffres amers, mais on a souvent, virgule, pour s'amuser, virgule, les hommes d'équipage prennent des albatros, virgule, voici l'oiseau des mers, virgule, qui suivent, virgule, indolent compagnon de voyage, virgule, le navire glissant sur les gouffres amers. On a là une écriture avec des appositions, et ce sera le cas par la suite, qui rend
la chose très très difficile à réciter. Donc vous pouvez l'étudier, vous pouvez l'analyser, vous pouvez en parler avec vos élèves, mais leur faire apprendre, c'est un peu difficile. Si vous avez déjà essayé, vous en aurez essayé. Donc là-dedans, vous allez essayer de me déterminer les figures de style. Et je vous laisse aller, il y en a beaucoup, donc je vous laisse 10 minutes à 2 pour me déterminer les figures de style. Juste pour, avant que vous commenciez, des effets d'homophonie dans la littérature. Il y en a un certain nombre. Ça porte aussi un nom en grec, c'est kakemphaton, tiré du grec kakemphaton. Kakemphaton, c'est ce qui sonne mal. Alors en voilà quelques-uns. Je suis romaine, hélas, puisque mon époux l'est. Ça fait mon époux, mon poulet. Mon poulet. Donc, je suis romaine, hélas, puisque mon époux l'est. C'est dans Corneille. Mon crâne était couvert comme un bois qui se fend. Mon crâne était ouvert. Victor Hugo. L'amour a vaincu Lot. Lot, c'est un personnage biblique. De ce dont je commence. Ça fait l'amour a vaincu Lot. Évidemment, ça ne le fait pas. Boris Vian, il l'a fait exprès. Un homme tout nu marchait, la bite à la main, la bite à la main. Alors, le voilà le fameux vieillard en sort. Je sortirai du camp, mais quel que soit mon sort, j'aurai montré du moins comment, comme un vieillard en sort, je sortirai du camp comme un vieillard en sort. Ça ne fait pas non plus. Car ce n'est pas régner qu'être deux à régner, encore du correct, mais car ce n'est pas régner qu'être deux à régner. Bon, donc il y en a un certain nombre quand même qui sont des ratages quand même. Hein. Pour figure de style.
Je vous laisse pas 10 minutes, mais si on regarde pour voir déjà le principe, souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage, donc rien du tout, on pourrait dire que les marins, les hommes d'équipage, les marins, bon, les marins, il a choisi les hommes d'équipage, il a utilisé une périphrase. Mais quel effet ça fait? Ben, c'est surtout pour faire des syllabes en plus, hein. C'est pour la versification. Même des albatros. Bon, tout ça, c'est au sens propre. Vaste oiseau des mers. Alors là, on a une apposition, au point de vue de la grammaire, c'est-à-dire on a une parenthèse. Est-ce que les albatros, ce sont des oiseaux? Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est une figure de style particulière, si ce n'est une périphrase. Albatros, oiseau des mers. Est-ce qu'ils sont vastes? Alors, vaste, là, déjà, il y aurait peut-être un petit souci, parce que, oui, moi, on ne peut pas dire que je suis vaste. On peut dire que je suis gros, on peut dire que je suis plein de choses, mais vaste, ça, c'est quand même un adjectif qui concerne l'espace, davantage que l'individu, la taille ou le poids. Si je dis les prix sont trop vastes pour moi, le vrai terme, ce serait trop élevé, et pas, c'est gradation en hauteur et non pas en largeur. Donc vaste, c'est un terme qui ne s'appliquerait sans doute pas à un être vivant, vaste. Donc là, il y a un effet. Ensuite, est-ce que ce sont des oiseaux maritimes? Oui. Donc, la seule chose qu'on peut dire pour l'instant de sûr, c'est que c'est une périphrase. C'est le remplacement
d'un mot, oiseau, albatros, par une notion plus basse. Et ensuite, maintenant, il faut se déterminer quelle est la nature de vaste. Et c'est là qu'intervient donc l'exercice de lexique. De lexique, on prend un mot, on isole, et on vous dit, analysez-moi le sens de cela. Alors, vaste, il faut nous dire que ça concerne l'étendue. L'étendue, c'est un adjectif qui désigne une grande étendue, c'est un terme qui relève de l'espace, pas le ciel et l'étoile, l'espace, le lieu, l'espace. Et en l'occurrence, il est employé pour désigner la taille d'un être vivant. La taille d'un être vivant. On passe donc de l'espace à la taille d'un être vivant. On passe en gros de géographie, si vous voulez, à humain. Alors maintenant, quelle est la figure de style qui est en jeu ici? Alors la réification, ça pourrait dans la mesure où on passe de l'être vivant à l'espace. Ben non, passe l'écran. Oui. Donc d'accord, oui, oui, mais oui, donc alors ce serait une réification. C'est-à-dire qu'on passe, on arrive à quoi? Ben, on arrive à une caractéristique objet sur un être vivant. Objet sur un être vivant, ce serait plutôt réification. Mais c'est peut-être pas la plus visible. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a comme principe? On a comme principe, c'est un terme qui désigne l'espace qui est transféré en taille. Espace géographique, taille humain. On a un problème aussi éventuellement d'exagération. Immense, ce serait très clair. Immense oiseau. Oui, enfin, ça reste un piastre, quoi. Hein, ça reste comme une créature. Bon, elle fait peut-être 1 mètre. Est-ce que immense, ça irait? Non. Parce qu'il y aurait, enfin, ça irait, oui, mais il y aurait exagération. Donc, vaste, il y a peut-être un principe d'exagération. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un glissement, donc ça reste sur l'idée initiale, c'est un glissement d'une catégorie d'objets sur une autre catégorie d'objets. Alors, hyperbole, ça consisterait à faire une exagération un petit peu lointaine, hyperbole. Ça pourrait jouer, oui. Exagération, ce serait peut-être déjà simplement pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme caractéristique supplémentaire? Une exagération, oui. Ben, exagération, ce n'est pas une figure de style, hein, c'est donc celle qui serait la plus simple, c'est vrai, effectivement. Si je regarde, la question c'est est-ce que c'est une métonymie ou pas? C'est ça la question que je me pose. Rappelez-vous que la métonymie, il y a un objet A, il y a un objet B, et on remplace l'objet A par l'objet B. Autrement dit, il y a un adjectif qui irait pour un domaine et on le remplacerait par un adjectif qui irait dans le deuxième domaine. Donc là, ça pourrait être effectivement aussi une métonymie, c'est-à-dire confondre deux grands champs. Oui, je vais vous donner un exemple. Cette pièce, elle a un peu elle a un goût de renfermé. Avoir un goût, c'est dans la bouche. Renfermé, c'est plutôt une odeur. Là, il y aurait une forme de glissement. Et puis,
est-ce qu'une pièce peut avoir un goût? C'est un glissement d'un champ sur un autre. Donc ici, c'est un glissement, donc peut-être qu'il y aura quand même une forme de métonymie, à savoir qu'on donne une caractéristique, on prend une caractéristique pour une autre. En tout cas, l'effet qui est produit, c'est un effet plutôt qui est cherché, qui est plutôt positif. Oui, c'est un oiseau qui a une grande importance, grande envergure. C'est un oiseau qui a une très grande surface. Pour insister sur le fait que c'est un oiseau important. Alors ensuite, votre camarade nous a attiré notre attention sur compagnon. Indolent, ça veut dire mollasson. Mollasson, un oiseau peut être mollasson. On pourrait dire qu'indolent, c'est le sens propre. Par contre, compagnon, c'est une personnification. Une personnification, parce que un compagnon, c'est un semblable. C'est un semblable. Quand on dit que le cheval est le meilleur ou le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est un glissement. On ne peut pas être amis. Les humains sont amis entre eux. Donc c'est alors une personnification avec compagnon. Et puis là, on en a encore des figures de style qui s'alternent. Le navire ne peut pas glisser. Le navire, il... Le terme anglais qui pourrait s'employer aussi, qui est passé dans le langage, c'est surfer. Il flotte sur les vagues. Donc, glisser, ce n'est pas tout à fait le terme employable, c'est une métaphore. Métaphore, c'est-à-dire que c'est un terme de comparaison qui ne va pas tout à fait. Pas qu'il va ensuite, il va tout à fait, mais ce n'est pas le sens propre. Glisser au sens propre, c'est sur une surface unie, c'est déraper sur une surface unie. Là, pour le coup, il a tendance à naviguer ou à flotter. La mer est-elle un gouffre? La mer, elle est comme ça, ou alors, quand on dit que la mer est plate, là aussi, c'est un usage métaphorique. La mer, elle n'est jamais plate, hein. Elle est toujours comme ça. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, bien sûr, en dessous, si je prends en dessous, la mer, il y a un fond marin qui est fait de gouffres, qui est fait de plateaux, qui est fait... Mais le bateau, ce n'est pas un sous-marin, il ne va pas dans les gouffres, il ne va pas dans les trous. Non, donc le fait que le navire aille dans les gouffres, c'est un usage métaphorique, ça ne peut pas marcher comme ça. Le gouffre, c'est un trou dans la terre. Donc, appliqué à un navire ou appliqué à la mer, ça veut dire qu'il va dans une mer houleuse, avec des hauts et des bas, avec des trous, avec... Donc là, ça ne va pas. Et puis alors, gouffre à mer, là, on a la jonction, justement, de la carpe et du lapin. On a... Alors, c'est un contraste, pas forcément contraste, parce que contraste, ça voudrait dire que c'est deux éléments opposés. Donc, gouffre n'est pas forcément amer. Vous prenez du citron, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un gouffre, un citron. Contraste, c'est qu'il n'y a pas de rapport, c'est pas que c'est opposé. Opposé, c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Contraste, c'est l'opposé, c'est vrai. Non, oui, c'est moi qui dis des bêtises. Voilà. Donc, c'est un contraste. C'est effectivement deux éléments qui ne vont pas avec. Alors, est-ce que amer est une réification de gouffre? C'est deux éléments qui ne vont pas tellement ensemble, puis ça reste deux objets, la mer et puis l'amertume. Ça peut... Alors, à la rigueur, on pourrait dire que c'est encore métaphorique. Pour faire une métaphore, parce qu'il faut tirer de amer. Oui, si je vous dis quel est le sens de amer, il ne faut pas me dire qu'il y a mauvais goût. Alors certes, la mer, elle a mauvais goût. Ceux qui ont déjà mis la tête dedans savent qu'elle n'est pas bonne. Mais en fait, le amer,
il renvoie davantage à une représentation de l'homme d'équipage. C'est le voyage qui est amer, c'est le voyage qui est déplaisant, c'est la mer. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Ils nous disent que des marins qui s'ennuient transfèrent leur ennui en torturant un albatros. Donc le voyage, il est amer, le voyage, il est déplaisant, le voyage, la navigation, elle est triste, la navigation. Donc le amer, c'est un emploi donc, qui est en contraste avec gouffre, mais c'est un emploi aussi qui ne renvoie pas au goût, pour le coup, mais à l'impression produite par le voyage. Point. Oui. Et puis gouffre, Ces deux-là, effectivement. Oui, on ne peut pas glisser sur un gouffre. Là, peut-être qu'il y aurait plus le principe d'une opposition glisser et gouffre. On peut glisser sur une pente, on peut glisser sur une surface plane, mais peut-on glisser sur un trou? Dans un trou, on tombe. On ne glisse pas. On tombe. Vous voyez, complexité, complexité. Alors, je vais vous poser. Oui. Alors, oui, l'allitération en se, qu'on pourrait d'ailleurs voir aussi par ici, passe selon la guérisse que j'ai vue aux animaux. Il y a une, oui, alors il y a la glissade en qui serait une sorte d'onomatopée, une forme d'allitération en se qui fabriquait comme une onomatopée du glissement, comme ça. Alors, je vais vous poser une question sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez pour la prochaine fois, parce que le coup est terminé. Sur José Maria de Heredia, pour le coup, on finira l'Albatros, mais sur Heredia, je voudrais que vous m'analysiez la représentation négative. Sur Heredia. C'est-à-dire que vous me disiez comment l'auteur nous donne un avis négatif sur les conquistadors. Ça, c'est la question vraiment de stylistique. C'est-à-dire qu'il s'exprime un avis négatif sur les conquistadors. Comment se fabrique cet avis négatif? Alors, je vous donne un exemple. Il va se fabriquer par des adjectifs du genre brutal. Brutal, ce n'est pas positif, brutal. En aucune circonstance, brutal, c'est positif. Donc, il se fabrique un avis négatif par des adjectifs, il faudra traiter, donc brutal. Mais c'est des figures de style qui vont fabriquer l'effet négatif. Alors, comment on passe de je repère des effets de style à je les ordonne pour expliquer leur effet? C'est ça la question. Je sors les figures de style pour montrer qu'elles ont un effet qui est négatif. Voilà, on reparlera de cela après les vacances. Si vous avez le temps, faites-moi une petite dissertation de ces vacances.